Salut tout le monde. Voilà, Ramin pour Enfance Libre avec un débrief des deux réunions de vendredi dernier avec Laurent Fichet, Dazen de Foix et Mostafa Fourard, recteur de Toulouse. Donc la première info, c'est que les deux nous ont fait faux bond, ce qui était d'ailleurs le cas dans d'autres académies, d'autres départements en France. Technique habituelle qui est aussi pratiquée avec les syndicats, les grévistes, etc. pour essayer de les calmer un peu en mettant des gens devant eux qui les écoutent et qui disent on va remonter à notre hiérarchie. Et en fait, voilà, on n'a pas accès en fait à la personne qui exerce le pouvoir directement. Et un peu aussi pour démoraliser, pour épuiser. Voilà, c'est des techniques assez habituelles. Donc déjà, ne nous démoralisons pas. Juste prenons l'information telle qu'elle est. C'est une information en soi. On demande un rendez-vous. Ils nous ont dit clairement, Laurent Fichet vous recevra, Mostafa Fourard vous recevra. Et en fait, mensonge, ce n'est pas le cas. C'est une information importante en soi. Donc, le matin, à Foix, on a été pris par surprise. Probablement que s'ils nous disaient que Laurent Fichet n'est finalement pas dispo, on aurait juste reprogrammé. Et c'est ce qu'on a fait à Toulouse, parce que là, ils nous ont prévenus et on a dit bah non, c'est Fourard ou personne, parce que ça ne nous sert à rien, nous on a besoin de discuter avec la personne qui décide. Et qui est la représentante directe du pouvoir exécutif, et qui, du coup, par sa signature, est directement responsable de nous interdire de faire l'instruction en famille. Donc, comment c'est à interpréter tout ça? C'est tout simplement, je ne veux pas communiquer avec vous. Et c'est ok, on ne peut pas le forcer. Je ne veux pas communiquer avec vous. Donc nous avons un conflit dans lequel il n'y a pas de coopération possible entre adversaires parce qu'il y a de l'absence de communication. Et il y a peut-être un deuil à faire ici. Notre adversaire n'a pas envie de communiquer, n'a pas envie de diplomatie, n'a pas envie de négociation. Tout ça, c'est hors de question. Ensuite, que nous dit, donc, c'est intéressant, donc Sylvie Clarac, qui est la secrétaire générale de la DSDN, donc qui est, on va dire, en quelque sorte le bras droit du Dazen Laurent Fichet à Foix. À tout ce qu'on lui disait, elle répondait tout simplement « nous ne faisons qu'appliquer la loi ». Et à tous les reproches qu'on faisait, comme quoi il y a eu de l'opacité, il y a eu de l'amalgame, quelque chose qui n'a pas été fair-play, qui n'a pas été démocratique, voilà, notamment sortir les chiffres qui aident les députés à décider une semaine après, notamment le fait que la manière à Toulouse d'appliquer la loi est infiniment plus dure que dans d'autres départements, donc elle ne fait pas qu'appliquer la loi. Ils choisissent d'appliquer la loi d'une certaine manière et de l'interpréter d'une certaine manière, vu qu'il y a une disparité d'interprétation. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas dans l'application directe de la loi maudit que je fais. Et donc à ça, elle avoue qu'en fait, il y a des directives du ministère qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas transparentes. Donc apparemment, elle a mentionné des messages oraux qui ont été transmis par le ministère. Et puis en fait, non, c'était pas vraiment oral. Il y a des écrits quand même, mais c'est des écrits qui sont pas officiels. Il n'y a pas de circulaire, donc voilà. Donc en fait, il y a quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, il y a un on au ministère qui donne l'ordre à Toulouse, à l'académie de Toulouse spécifiquement apparemment, parce que c'est pas toutes les académies pareilles. Donc Toulouse reçoit, de ce qu'elle nous dit, une directive spécifique du ministère d'empêcher, d'interdire toutes les personnes qui veulent faire l'instruction en famille par choix de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est clarifié encore, qu'on savait déjà vu leur manière d'agir, mais en tout cas là, il y a eu quelque chose qui a été verbalisé dans ce sens. Évidemment, à la question est-ce qu'on peut voir ces directives, est-ce qu'elles peuvent être transparentes, comme ça devrait être le cas dans une démocratie en bonne santé, la réponse est non. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur combien vous avez refusé de droit commun, donc c'est ceux qui n'ont pas le plein droit, combien de personnes en fait refusent de se soumettre à la mise en demeure de scolarité, combien désobéissent publiquement, combien discrètement, etc. Enfin ça, évidemment, aucun chiffre disponible, aucune transparence de eux, leur enquête, eux, tout ce qu'ils font. Nous, on est transparent sur tout, eux sur rien, en gros. Donc nous, pour moi, on a vraiment joué le jeu de la démocratie, on a joué le jeu de la transparence, de l'honnêteté, de dire ce qu'on pense, de dire ce qui est dans nos tripes, dans notre cœur, etc. Alors on a essayé tous les registres de communication, violent, pas violent, on garde notre calme, on garde pas de notre calme, on hurle, on est... Enfin voilà.
peu importe, je veux dire, la réponse était toujours la même, ça ne vacille pas en face, hein. D'ailleurs, c'est impressionnant, ça, on a été effrayé de ça, de voir que quand il y a la tension et le registre émotionnel qui commence à s'exprimer, hein, où il y a le rouge là qui sort, en face, une indifférence, une impassibilité totale, que la loi soit comme ci ou comme ça, on l'applique, que en face il y ait de la colère populaire ou pas, peu importe, quelque part. Bon, après bien sûr que c'est dans tous les domaines comme ça, donc je vais surprendre personne en disant ça, mais en tout cas je l'ai testé, et donc j'ai pu vraiment le vivre de l'expérience, et je peux vous dire, c'est waouh, c'est terrorisant de se retrouver devant une personne comme ça qui n'a aucune réaction par rapport aux reproches, à l'accusation, à la colère, à la diplomatie et la négociation et la discussion, à l'expression de la souffrance et de ce que vivent les familles, la réalité du terrain, à des arguments théoriques. En fait, peu importe ce qu'on communique, ça n'a aucune incidence sur la personne en face. Et donc, je vais vous livrer mon interprétation de tout ça. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le décideur ne vient pas en face de vous, nous ne faisons qu'appliquer la loi, et tout ce que vous nous dites, c'est juste ce que vous pensez, et nous, du coup, on pense l'opposé. J'aurais envie de dire, si on retrace l'histoire quand même, je veux dire, le 2 octobre 2020, Macron, il a annoncé de vouloir interdire l'école à la maison, l'instruction en famille. Et ils sont en train de mener le projet présidentiel à bien. Et donc, ils font bien les choses. Et depuis le début, Macron parle de séparatisme. Et en quelque sorte, il faut peut-être faire le deuil que... Alors, c'est pas ce qu'on pense. Nous, on pense pas que nous sommes des séparatistes. On a toujours eu une vision des séparatistes comme quoi c'est ces Corses ou ces Basques, etc., qui veulent créer un État indépendant. Donc, ils veulent vraiment physiquement, littéralement, administrativement se séparer de la France. Enfin, pour moi, c'était ça le séparatisme. Mais là, il y a une définition du séparatisme qui s'est élargie, qui est toutes les personnes qui ne correspondent pas à une norme assez largement établie et qu'on a en tête comme étant la France. Donc il y a une question identitaire. La France, c'est des personnes qui vont à l'école. Donc toutes les personnes qui ne vont pas à l'école sont des séparatistes. C'est aussi simple que ça. Pour moi, de ce que je comprends de leur vision, en tout cas, c'est ça. Même si je ne suis pas évidemment d'accord avec. Et donc, à leurs yeux, nous sommes des séparatistes. Et donc, tout devient logique, quelque part. Tout devient absolument logique. Donc bien sûr qu'il n'y a pas de reconnaissance du séparatiste comme étant quelqu'un avec qui on peut dialoguer, parce que le séparatiste c'est quoi? C'est finalement le terroriste sans la violence qui va avec. C'est tout simplement ça, c'est pas la France. Nous on est la France et vous n'êtes pas la France. Donc il n'y a pas moyen de discuter avec vous en fait. On ne va pas discuter, négocier, écouter les arguments de gens qui carrément, mais au plus profond de nos convictions et de notre foi, sont pas la France. La France ne discute pas avec pas la France. Donc là, dans ce sens-là, je me dis, ok, leur attitude est logique. Ils nous considèrent comme des séparatistes, donc ils ne discutent pas avec nous. Et quand on s'excite, on dit mais c'est pas bien et tout ça, c'est pas démocratique, etc. Non mais de toute façon, vous n'avez même pas votre mot à dire sur ce qu'est l'état de droit, sur ce qu'est la démocratie et tout. Toutes vos interprétations de nos actions sont de toute façon dans l'erreur, parce que vous êtes des séparatistes. Donc à partir de là, vous pouvez parler et argumenter et pointer et accuser et reprocher tout ce que vous voulez. De toute façon, ça se situe à un autre niveau, vous êtes des séparatistes, et donc nous nous sentons complètement droit dans nos bottes, légitimes à forcer vos enfants à aller à l'école, parce que c'est que comme ça que vous rentrerez dans le droit chemin. Donc le fait qu'il y en a qui partent en exil, le fait qu'il y en a qui résistent et entrent en désobéissance civile, le fait que certains se sentent forcés d'aller à l'école et le font, le fait qu'il y en ait qui aillent au tribunal pour se battre, etc., peu importe, tous à la même enseigne, il n'y a aucun problème. Jouez tous votre partition, que vous soyez dans la résistance ou pas la résistance, que vous soyez docile ou en colère, etc. En fait, peu importe. Nous, on joue notre partition de ce qu'on considère comme étant la France vis-à-vis de ce qu'on considère comme étant des séparatistes. Et c'est exactement ça la rencontre qui a eu lieu vendredi. C'est nous sommes la France, vous êtes des séparatistes. Et à partir de là, tout s'éclaircit et du coup, il n'y a plus rien à faire, j'ai envie de dire, face à un adversaire qui est aussi droit dans sa conviction. Parfaitement droit. Que dire d'autre? Moi, ce que j'aurais envie de répondre à ça, c'est que, évidemment, nous ne sommes pas des séparatistes. Je me considère comme parfaitement français. Donc, vous ne m'aurez pas en cet endroit-là. Vous n'allez pas me convaincre que je suis un séparatiste parce que j'ai une pédagogie qui est différente, parce que je ne me reconnais pas dans la pédagogie qui est proposée par l'éducation nationale et j'ai envie de faire autrement. Enfin, je veux dire, c'est quand même une des libertés
les plus fondamentales qui a été même reconnue dans la Constitution de cette liberté d'enseignement, la liberté d'instruction, la liberté pédagogique, tout ça c'est des libertés. Et si l'État n'est pas en mesure de m'offrir cette liberté, bah, je suis responsable, autonome, je me débrouille moi-même, je bricole quelque chose, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas je mets en place une structure, un accompagnement, une éducation qui me correspond. Et d'ailleurs qui est inscrit à l'article 26.3 de la Déclaration universelle, quand même, rappelons-nous que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Ça c'est inscrit dans la Déclaration universelle. Donc ne nous permettant pas ça, du coup on est dans un débat impossible, parce que eux dans leur esprit, vous n'êtes pas la France, vous êtes des séparatistes, et moi dans mon esprit, mais non, mais c'est vous qui n'êtes pas dignes, des dignes représentants des hautes idées de la France et de la Déclaration universelle, etc. Et puis je peux leur renvoyer autant que je veux ça, de toute façon ça bouge pas en face. On est tout autant convaincus d'un côté comme de l'autre, donc on va dire le débat est bloqué. Et que faire de tout ça? Je veux dire, continuer à déployer la même stratégie, quoi. Désobéir, renvoyer le miroir autant qu'on peut qu'il y a des personnes quand même raisonnables qui sont loin d'être complotistes, bizarres ou farfelus, qui sont des personnes juste qui ont fait un certain choix pour leurs enfants et qui n'ont rien de séparatiste ou d'anti-France ou que sais-je, enfin des bons Français, on va dire, qui du coup font le miroir de hey, vous avez des bons Français qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc, continuez à faire ça jusqu'à ce que peut-être quelque chose se passe et qu'il y ait une prise de conscience en face peut-être, mais c'est difficile à imaginer. C'est difficile à imaginer parce que plus je parcours le chemin, alors vous avez peut-être trouvé ces mots un peu forts, mais moi j'ai pas l'impression d'avoir affaire que à des bureaucrates en fait qui sont là à agir comme des robots en disant nous ne faisons qu'appliquer la loi et tout ça. C'est vraiment la première lecture du truc. Mais en fait, au-delà de ça, moi j'ai l'impression, là je parle de mon ressenti, j'ai pas du tout envie de généraliser, mais moi j'ai eu l'impression d'avoir affaire au dévot d'une religion. C'est pas juste quelqu'un qui signe des papiers, etc. C'est vraiment quelqu'un qui est profondément convaincu que forcer les enfants à aller à l'école, mais évidemment, mais c'est bien, c'est pas du tout du totalitarisme, quoi. C'est quelque chose qui va de soi. Et donc ce projet de totalité, que tous les enfants, quoi qu'il en coûte, doivent absolument aller à l'école, et il est hors de question d'entendre des parents qui voudraient par choix faire autre chose que ça, et bien ça donne cette vibe, cette sensation d'avoir affaire à des religieux. Et une religion en plus qui est établie, à plus de 99,5%, c'est une religion qui a gagné, qui est établie, tous les enfants vont à l'école, donc il n'y a aucun souci à se faire pour eux, en fait. C'est pas une petite secte, c'est une religion. Et on a accepté quelque part que nous sommes du coup les hérétiques de cette religion. Et moi ça me va beaucoup mieux à la limite ça, je suis l'hérétique d'une religion, plutôt que le séparatiste d'une nation. Enfin, pour moi ça n'a aucun sens, quoi. Je suis pas en train d'essayer de créer une nation parallèle, c'est absurde ce mot. Et donc là j'ai l'impression qu'avec ces mots-là, on a une manière plus précise de définir ce qui est. Il y a une religion d'État qui est tout le monde doit aller à l'école. C'est cette croyance, ce principe de base que la République française, c'est tout le monde doit aller à l'école. Et en grande majorité, même la majorité du peuple pense ça. Je pense. Je pense que la majorité du peuple, si on leur faisait un référendum, qu'on disait est-ce que tout le monde doit aller à l'école, ils diraient oui. Et c'est là que nous, les hérétiques, nous ne sommes pas d'accord avec cette idée de la démocratie. On a une autre interprétation de la démocratie, qui est celle que c'est pas juste la dictature d'une majorité qui fait obéir les minorités. Au contraire, c'est un groupe de citoyens conscients qui veulent du pluralisme, qui veulent de la diversité, qui veulent de la créativité, et du coup qui vont permettre la liberté individuelle, qui vont même célébrer des personnes qui font quelque chose qui sort du commun. Donc là, on a vraiment deux interprétations de la démocratie qui se confrontent. Une qui est il faut qu'on soit un peu tous pareils, il faut qu'on obéisse tous à la même norme, et l'autre qui disent au contraire, toute normalisation de la société est quelque chose de mortifère et d'antidémocratique, et il faut au contraire mettre en œuvre des moyens pour avoir un maximum de diversité, de pluralisme et tout ça. Voilà, nous sommes les hérétiques de leur religion, nous ne sommes pas des séparatistes de la nation. Ayons bien ça en tête.